Salut à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'ai décidé d'aborder un sujet un peu délicat, un petit peu personnel. J'ai décidé tout simplement de parler de la dépression postpartum, du baby blues et du burn-out. Alors pourquoi j'ai décidé d'en parler? Parce que je trouve que c'est un sujet très important qui touche beaucoup de parents et je trouve tout simplement qu'on n'en parle pas assez. En fait, c'est quelque chose qui est resté assez tabou et je pense que c'est important pour que ce soit un phénomène qui soit un peu plus connu, qu'on en parle. Donc si vous nous rejoignez, je vous invite à vous installer, prendre une tasse de café. Mettez-vous à l'aise parce que ça va durer longtemps. Bref, ce que je vais faire dans un premier temps, c'est que je vais vous définir un petit peu les trois sujets dont je viens de parler. Donc c'est-à-dire dépression postpartum, baby blues et burn-out parental. C'est parti. J'ai ma petite tablette avec moi parce que sinon je m'y perds un peu. Alors, je vais d'abord commencer par le baby blues. Je lis. Le baby blues, généralement appelé syndrome du troisième jour, survient généralement quelques jours après l'accouchement. Il se manifeste par de l'irritabilité, de l'anxiété, la sensation d'être très vulnérable et des modifications rapides de l'humeur. Cet épisode transitoire s'explique par des modifications hormonales. Bon, voilà, pour faire simple, c'est les premiers jours avec bébé, c'est l'adaptation qu'on a sur les premiers jours à vie de maman enceinte à vie de maman réellement. Donc voilà, ils sont vraiment basés sur le côté hormonal. Je continue. Le baby blues est un phénomène très fréquent et concernerait 80% des femmes. Le plus souvent, il est passager et dure quelques heures à 2 semaines. C'est bizarre ça, un baby blues qui dure quelques heures. Bref, les symptômes s'estompent alors d'eux-mêmes sans qu'il y ait besoin de consulter un professionnel. Donc voilà, pour résumer, le baby blues c'est tout à fait hormonal. On y passe parce que c'est tout simplement un temps de s'adapter à la nouvelle arrivée de bébé. C'est des définitions un petit peu rapides que je fais, mais vous allez comprendre plus en détail après. La dépression postpartum. La dépression postpartum est un syndrome dépressif. Le plus souvent, elle survient 1 à 2 mois après la naissance du bébé et son intensité peut être variée. Les symptômes sont plus nombreux et plus sévères que pour le baby blues. La dépression se traduit par un sentiment de découragement important, des pleurs constants, une perte de l'estime de soi, de l'anxiété, des troubles de l'humeur ou de l'épuisement. Donc la dépression postpartum entraîne souvent un sentiment d'ambivalence vis-à-vis de la maternité et du bébé. Là, on a quand même quelque chose d'un peu plus sérieux. On rentre vraiment dans le côté dépression, un peu plus sérieux que le baby blues. Je vais juste citer quelques chiffres qui sont présents dans l'article et que je trouve qui sont extrêmement importants d'aborder. Je lis toujours. 12% ont l'impression qu'elles vont avoir des difficultés d'ordre financier avec bébé. 22% ont le sentiment de devoir être parfaite. 21% disent qu'elles souffrent d'un manque de soutien matériel, émotionnel ou émotionnel au quotidien. Près d'1 sur 2 n'a plus envie de sortir de sa maison. 1 sur 5 dit déjà avoir songé au suicide. 40% ne reçoivent aucune prise en charge ou traitement lié à leur dépression. Alors je reviens juste sur les chiffres que je viens d'aborder, en particulier sur les 22% qui ont le sentiment de devoir être parfaite en tant que maman. Ça c'est vraiment quelque chose de très fréquent. Quand on est enceinte, surtout du premier, on a tendance à vouloir être parfaite, forcément. On a envie d'apporter le meilleur à notre enfant, tout simplement. On a envie d'être une bonne maman, de faire les choses bien. Et c'est vrai que c'est source d'angoisse. Donc là, ils ont évoqué les doutes qu'on peut avoir financièrement à l'arrivée de bébé, parce que c'est vrai qu'un bébé, ça coûte cher, un bébé. Ça coûte cher. Donc c'est vrai que ça peut être une source d'angoisse à ce niveau-là. Et forcément, la grossesse n'aidant pas du tout au niveau des angoisses, c'est des questions qu'on peut se poser. Ils ont aussi parlé de suicide. C'est vrai que là, il s'agit de dépression. On n'a pas tous la même capacité à pouvoir encaisser toutes les angoisses. Donc c'est vrai que le suicide, c'est vraiment très fort, mais c'est des choses qui arrivent par rapport à une dépression postpartum. C'est quelque chose de vraiment plus fort qu'on peut l'imaginer. Et c'est vrai que malheureusement, il y en a qui n'arrivent pas à gérer, tout simplement. Et c'est désolant, justement, d'avoir un sujet aussi important et qui n'est pas du tout abordé dans des cas qui peuvent mener au suicide. Alors du coup, dans l'article que je suis en train de lire, ils ont évoqué certains symptômes qui peuvent amener à la dépression postpartum. Ils ont cité les principaux, hein, mais je vais vous les lire. Donc la perte d'intérêt pour le nourrisson, le désinvestissement de soi, le manque d'énergie, la diminution de l'estime de soi et des troubles du sommeil ou même de l'alimentation. Alors tout ça, c'est les symptômes principaux, hein. C'est vrai que moi, je vais vous raconter après ce qui m'est arrivé, mais c'est exactement ça. Donc c'est vrai que par rapport à la dépression postpartum, on dit qu'il n'existe pas de cause à proprement parler.
Je pense que c'est un mélange de petites choses ici et là qui font qu'on peut tomber dans ce genre de dépression. Là, pareil, ils ont évoqué certaines causes, mais je veux dire, c'est pas tout le temps comme ça dans tous les cas. C'est les causes principales. Je lis. Les causes. Les modifications hormonales, un écart entre les attentes et le vécu de l'accouchement, un sentiment de perte ou de manque lié à la fin de la grossesse, des tensions dans le couple, l'exigence des soins pour le nouveau-né, les bouleversements liés à la préoccupation maternelle primaire, un manque de soutien familial ou alors des antécédents familiaux de dépression. Vous voyez, donc du coup, on est vraiment sur quelque chose qui est complètement aléatoire. Des fois, il y en a qui font des dépressions sans qu'il se soit rien passé avant. Mais voilà, du coup, tomber dans la dépression, c'est pas forcément la voir arriver non plus. Donc c'est vrai que c'est assez difficile à cerner et difficile à admettre aussi. Alors, je vais continuer avec une troisième définition qui est celle du burn-out parental. J'ai vraiment trouvé que c'était très complet et c'était assez simple à comprendre, même si voilà, c'est quelque chose qui reste. J'ai lu des trucs, mais je découvrais en même temps que ça peut aller tellement loin dans les symptômes, dans les causes. Enfin, j'ai découvert plein de choses. Donc, je vais vous lire tout ça. Qu'est-ce que le burn-out parental? Le burn-out parental est un syndrome qui touche les parents exposés à un stress parental chronique en l'absence des ressources suffisantes pour compenser. Les symptômes caractéristiques du burn-out parental sont les suivants. L'épuisement dans son rôle de parent. Donc c'est la facette qui apparaît le plus souvent en premier. Donc le parent il a ce sentiment d'être épuisé, complètement vidé. Donc il peut se manifester, à ce que je lis, hein, au niveau émotionnel. Donc le sentiment de plus pouvoir, en fait, il est complètement à bout de nerfs, hein, pour être un petit peu plus, pour être un petit peu plus familier. On peut avoir aussi cette impression de plus arriver à réfléchir correctement, c'est-à-dire que la moindre petite chose, on n'arrive même plus à la faire, on n'arrive même plus à réfléchir pour la faire correctement alors qu'on l'a déjà fait des milliers de fois. Donc, et puis ça peut se représenter aussi par une fatigue, tout simplement. Donc il y a aussi la saturation et la perte de plaisir dans le rôle de parent. Donc le parent, il en peut juste plus d'être parent. Il a ce sentiment de trop plein, j'ai envie de dire. Et justement, il n'arrive plus à trouver ce plaisir à passer du moment avec son enfant, à profiter des moindres petites choses. En fait, ça, il n'y arrive plus. Et donc du coup, cette saturation et cette perte de plaisir, on en arrive à une distanciation avec l'enfant. On est trop fatigué, on a l'impression qu'on n'a plus d'énergie pour s'investir ni dans la maison, ni pour s'occuper de l'enfant. Donc on prête aussi moins d'attention dans ce cas-là à ce que l'enfant nous demande, à ses besoins. Pour revenir à ce que l'article dit, le parent n'accorde plus autant d'importance à ce que l'enfant vit et ressent, il ne s'implique plus autant dans son éducation, il n'arrive plus autant à montrer à son enfant combien il l'aime et il fait ce qu'il doit faire, donc c'est-à-dire les besoins basiques. Là, il monte les conduire à l'école, la préparer à manger, la toilette, le coucher, mais pas plus. Donc voilà, c'est terrible, hein. Je lis ça, mais j'ai découvert en même temps que vous, ça peut aller plus loin, mais c'est terrible. Ils évoquent aussi ce contraste. Donc le parent prend conscience qu'il n'est plus le parent qu'il était et encore moins celui qu'il voulait être. Il ne se reconnaît plus, il a honte du parent qu'il est devenu. Donc il y a un certain contraste entre, voilà, je voulais être un parent parfait et puis malheureusement je suis quelqu'un qui n'arrive plus à prendre plaisir avec mon enfant, je m'en éloigne et voilà, ça peut créer ce burn-out tout simplement. Donc voilà, j'ai essayé de vous évoquer un petit peu rapidement les trois symptômes dont je vais parler dans cette vidéo. Après, je pense que je vais plutôt me concentrer sur la partie dépression postpartum parce que je trouve que par rapport aux deux autres syndromes que je vous ai évoqués, c'est quelque chose de beaucoup plus fréquent qui touche beaucoup plus de femmes et c'est quelque chose de plus fort en fait au niveau émotionnel. Donc je pense que je vais pas dire que c'est plus important d'en parler que les deux autres sujets, mais je pense que c'est celui-ci qui me paraît un peu plus évident à aborder. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais vous parler de mon expérience par rapport à ça. Donc, je vous invite franchement à vous asseoir avec un petit café ou quelque chose parce que ça va être long. Vous voyez, on est là, on se pose, on est entre nous, on discute, tout ça, c'est sympa. Donc, c'est parti. Alors, il faut savoir que quand j'étais enceinte, j'avais arrêté de travailler. Je travaillais déjà plus parce que c'était un choix personnel aussi que de rester à la maison pour vivre pleinement ma grossesse. J'avais peur aussi d'être fatiguée en ayant un travail et en étant enceinte. Donc j'avais décidé
pendant ma grossesse, je resterai à la maison et quelques mois après la naissance du bébé. Donc voilà, c'était tout simplement un choix personnel. Ensuite, après 9 mois, bah, j'ai accouché, hein, parce qu'après 9 mois, on accouche. Évidemment, Ophélie. Donc mon accouchement s'est très bien passé, tout s'est très bien déroulé, j'ai pas d'expérience, j'ai pas de mauvaise expérience par rapport à mon accouchement. J'ai été très bien entourée par l'équipe médicale, par mon conjoint, par ma famille, donc tout s'est très bien passé. On est rentré à la maison. Là encore, c'est tout nouveau, hein. On devient maman, on apprend les gestes avec bébé, on apprend à découvrir son bébé aussi, parce que c'est quelque chose d'incroyable quand même, hein. Quand on accouche pour la première fois et qu'on voit ce petit truc là, ce petit truc qui est sorti de notre ventre, qu'on a gardé pendant 9 mois bien au chaud et qui enfin est là en fait. Donc c'est merveilleux que de découvrir son enfant jour après jour. Donc tout se passait très bien à la maison. Ma fille mangeait très bien, elle dormait très bien aussi. J'ai pas eu de problème elle faisait pas ses nuits, tout ça. Ma fille a toujours fait ses nuits, donc vraiment, j'ai pas du tout eu à me plaindre. Donc 2 mois après mon accouchement, on a emménagé dans un appartement plus grand, dans une ville que je connaissais. Donc je me suis dit, ça c'est cool, je vais pas me sentir dépaysée. Donc je restais à la maison en fait avec ma fille. Mon copain il avait déjà repris le travail, hein. Donc du coup ce qui s'est passé c'est que je suis restée à la maison avec ma fille à m'occuper d'elle, comme j'avais décidé. Tout allait très bien. Mais, parce qu'il y a un mais, je me suis retrouvée à faire la même chose tous les jours. Je m'explique. Quand on a un nouveau-né, il faut savoir que c'est plutôt routinier dans les premiers jours. Ça se dit routinier? Je sais pas. Bref, vous avez compris. On rentre dans une routine où notre bébé, quand il se réveille le matin, on lui donne à manger, on lui change la couche et il se rendort. Et moi, ce que je faisais en fait, c'était exactement ça. Je m'occupais de ma fille le matin, mais un bébé dans ses premiers mois, ça dort la majorité du temps. Et ce qui s'est passé, c'est que moi, je restais à la maison et je faisais toujours la même chose. Donc, je m'occupais de ma fille, je m'occupais de la maison, je faisais à manger. Je m'occupais de ma fille, je m'occupais de la maison et je faisais à manger. Je ne faisais que ça toute la journée. Et voilà, c'est une routine qui s'est installée. Et autant vous dire que j'ai commencé à péter les plombs, en fait, parce que je faisais exactement la même chose tous les jours. Il faut savoir aussi qu'on rentrait dans la période hivernale au moment où on a aménagé. Donc forcément, quand il commence à faire plus froid dehors, qu'on a un petit nourrisson à la maison, on n'a pas trop envie de l'exposer à des températures assez froides. Donc ça, c'est quelque chose qui a fait aussi que bah, je sortais pas, je restais à la maison et je m'enfermais un peu plus. Je me suis pas rendu compte que je commençais à rentrer dans un début de dépression en fait. Ce qui s'est passé, c'est que je m'en suis rendu compte petit à petit parce que je faisais des choses ici et là qui, qui, qui montraient que très clairement il y avait quelque chose qui avait changé en moi. Je me coiffais plus, je me maquillais plus, je faisais plus mes ongles. Je veux dire, même ma fille, je commençais à rentrer dans ce cercle où même elle, je la coiffais pas, elle restait en pyjama toute la journée comme moi. Et, euh, et voilà, c'était tout simplement pas sain du tout. Là où je me suis rendu compte que je commençais à tomber dans quelque chose d'un peu plus sérieux, c'était que bah, j'ai commencé à perdre mes cheveux. J'ai perdu beaucoup de poids. Euh, pour vous dire à peu près, il y a une période où j'avais tellement perdu de poids que je nageais dans du 34. Donc voilà, déjà de base, je ne suis pas grosse du tout, mais nager dans du 34, c'était quelque chose qui m'était jamais arrivé encore. Donc voilà, c'est vraiment pour vous dire à quel point j'ai commencé à descendre assez bas, niveau poids et niveau moral aussi, parce que bah, je faisais la même chose tous les jours, j'avais aucune nouveauté, je sortais pas, et puis j'avais pas de voiture non plus, donc en fait à chaque fois que je voulais sortir, je devais compter sur mon copain pour la voiture. Ce qui m'a énormément plombée au niveau moral, c'est le fait de devoir devenir dépendante de mon copain. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais avant de le connaître, et même avant qu'on ait Mélia, je sortais beaucoup, je sais pas, je sortais avec mes amis, on allait en soirée et tout. Vous me direz, évidemment, c'est complètement différent avec ma vie d'avant, puisque maintenant j'ai un bébé. C'est d'ailleurs bizarre, j'avais cette manie de toujours comparer ma vie d'avant à celle que j'ai maintenant avec ma fille.
D'ailleurs, je pense que ça m'a pas du tout aidé de faire ça, puisque bah, ça n'avait complètement rien à voir. Mais voilà, je sortais beaucoup. Et en fait, du jour au lendemain, j'ai eu l'impression de ne pas avoir eu ce temps d'adaptation. J'étais une jeune fille qui sortait, qui s'amusait, et paf, je suis tombée enceinte, et paf, j'ai eu un bébé. Donc j'ai pas eu ce temps d'adaptation où voilà, je me suis dit, tu vas être maman. Je crois que je m'en suis pas rendu compte moi-même. Je suis restée assez dans le déni, en fait. Et puis, bah, quand j'avais mon bébé qui était là, j'étais là, ok, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Malgré le fait que ma fille était très cool, je pense qu'elle a ressenti quelque part que j'allais pas très bien. Et donc, elle a dû se dire, bon, là, je vais me mettre en mode bébé modèle parce que sinon, il va y avoir un petit problème. Non, tout ça pour vous dire que par rapport à avant, c'est vrai que je me reconnaissais absolument plus du tout. Et je culpabilisais puisque par rapport au fait que bah, je perde mes cheveux, je maigrisse, euh, je, je- je me détestais en fait. Je me détestais. Je me suis dit, mon Dieu, mais comment tu peux te laisser aller comme ça? Puis même pour mon copain, hein. Il y a des jours où je me souviens où j'étais là en train de pleurer. Je disais à mon copain, comment est-ce que tu peux être avec moi? Regarde comment je suis. Regarde comment je suis maigre. Regarde comment je perds mes cheveux. Je ressemble plus à rien. Et lui, évidemment, il me disait, bah, tu sais, c'est une mauvaise période à passer, mais t'inquiète pas, tu vas y arriver. T'es pas toute seule. Il m'a toujours dit, ça c'est quelque chose. Ça me fait toujours un peu chaud au cœur quand j'en parle parce que le truc qu'il me disait constamment, c'est que t'es pas toute seule, on va y arriver, c'est une mauvaise passe, mais tu vas t'en sortir. Je te connais, t'es forte et voilà, c'est un mauvais moment, mais on va s'en sortir. Du coup, voilà, je m'éloignais de tout et de tout le monde parce que je supportais plus de me voir, donc je voulais que personne ne me voie en fait. Les seules personnes qui me voyaient, c'était mes parents et mon copain, c'est tout. Ça s'arrêtait là parce que je refusais que les autres personnes que je connaissais avant me voient dans cet état et qui s'inquiètent pour moi, quoi, qui me regardent en disant mon Dieu, mais qu'est-ce qu'elle est devenue. Voilà, je pense que ça m'aurait fait bien plus mal au cœur de voir le regard des gens. C'est pour ça que je me suis refermée sur moi-même et que je me suis enfermée tout court en fait. Donc du coup, bah, je restais à la maison, j'avais ma routine et je faisais que ça. Et pour ne rien arranger, évidemment, en restant à la maison, bah, je suis là, je fais rien, je traîne sur mon téléphone. Et forcément, quand on traîne sur son téléphone, on traîne sur les réseaux sociaux. Et quand on traîne sur les réseaux sociaux, on voit aussi la vie de ses amis qui, elle, n'a pas changé. Eux, ils sortent toujours, ils allaient boire des verres, ils étaient aux anniversaires. Et tout ça, moi, c'est quelque chose, voilà, je veux dire, on m'invitait plus nulle part. Ce qui est normal au final. Sur le coup, quand j'étais dans cette période où j'étais mal, je me suis dit, tout le monde m'a abandonné, plus personne ne veut même plus prendre de mes nouvelles. Et voilà, je me sentais vraiment très très seule par rapport à ça. Attention, je ne suis pas en train de vous accuser en quoi que ce soit. Je dis que c'est ce que je ressentais quand j'avais cet état d'esprit où j'étais complètement déprimée, ce qui n'est plus du tout le cas maintenant. Je comprends pourquoi on m'a plus invité ici ou là. C'est-à-dire que je me suis un peu mis à leur place aussi. Je me suis dit oui, mais si j'avais une amie qui venait d'accoucher, je me dirais sûrement bah je vais peut-être pas l'inviter à mon anniversaire ou je vais peut-être pas l'inviter à aller boire un verre. Tout simplement parce qu'elle a peut-être envie de rester à la maison, s'occuper de son nouveau-né, elle a peut-être d'autres choses à s'occuper, elle doit aussi vouloir se reposer tout simplement. Mais c'est des choses auxquelles on ne pense pas quand on est déprimé. C'est plus personne, je me déteste, je peux plus me voir en peinture, je supporte plus comment je suis. Et puis tout le monde m'a abandonné. Voilà, on reste tout le temps dans ce côté négatif, négatif, négatif. Alors vous êtes sûrement en train de vous dire pourquoi est-ce que j'associe ça à la dépression postpartum. En soi, c'était pas un problème par rapport aux difficultés que j'ai rencontrées avec ma fille. C'est-à-dire que c'est les difficultés que j'ai rencontrées à partir du moment où j'ai accouché et à partir du moment où je suis rentrée dans cette phase de vie de maman. En fait, en soi, ma fille, elle m'a pas posé de problème du tout. C'est juste que moi, j'ai eu un énorme problème d'adaptation à cette nouvelle vie, tout simplement. Et ça m'a fait plonger complètement dans un état d'esprit où, voilà, j'étais bien avec personne parce que j'étais pas bien avec moi-même, tout simplement. Ah oui, élément important. À ce stade-là, j'avais pas encore trouvé de mode de garde pour ma fille parce qu'il faut savoir une chose, j'étais à la maison, je ne travaillais pas. Donc l'administration considère que puisqu'on ne travaille pas, on peut rester à la maison à s'occuper de bébé. Le problème c'est que bah, pour trouver du travail, il faut trouver un mode de garde.
c'était vraiment du n'importe quoi. Enfin bref, ça c'est un autre sujet. Donc du coup, pas de mode de garde, donc j'avais ma fille constamment avec moi. Et puis du coup, je culpabilisais aussi par rapport à l'état d'esprit que j'avais, de pas pouvoir lui apporter ce côté social, de pas découvrir autre chose. Parce que si vous voulez, j'étais tellement pas bien que je me concentrais que sur ça. Et que du coup, bah, je m'en voulais d'autant plus que j'apportais rien à ma fille. Et je culpabilisais beaucoup pour ça. Parce que je me suis dit, oui, bon, bah là, elle arrive. Elle avait presque un an d'ailleurs quand j'ai trouvé un mode de garde. Et puis voilà, quand on a un bébé qui a presque un an et qui marche déjà, forcément, ça a envie de découvrir ce qui lui entoure et tout. Donc, moi, n'allant tellement pas bien dans ma tête, je ne faisais rien découvrir. Même jouer avec elle, c'était quelque chose qui me demandait un effort considérable, tellement je me sentais pas bien. Et puis, bon, avec la déprime, on est fatigué. Et il faut savoir que la déprime, ça fatigue. Et la fatigue, ça engendre la déprime. Donc c'est vraiment tout un cercle vicieux. Vous allez aussi sans doute me demander, mais Ophélie, il était où ton copain? Il était là, tout simplement. Il a été là pour moi tout au long de cette phase difficile que j'ai traversée. Bah en fait, le truc, c'est que au début, c'était compliqué, même pour lui, parce que je me disais, tu te rends compte, lui, il travaille, et quand il rentre à la maison, il te retrouve complètement déprimé. Puis je pense que c'est ça aussi qui m'a donné un petit coup de boost pour m'en sortir, parce que je me disais, est-ce que c'est vraiment la femme que tu veux qui voit, quoi? T'étais pas comme ça quand il t'a rencontré, t'étais enjoué et tout. C'est pas, il faut pas que tu te laisses abattre par ça, parce que même pour lui, émotionnellement, ça a dû être compliqué. Parce que il faut savoir qu'il a fallu quand même qu'il supporte toutes mes humeurs changeantes. C'est-à-dire que moi, on me disait quelque chose, c'était soit je me mettais à pleurer, soit je m'énervais. Il y avait pas de juste milieu. J'étais tout le temps sur la défensive. Quand on me disait quelque chose, il fallait vraiment marcher sur des coquilles d'œufs pour pas que je réagisse au quart de tour, en fait. Et il a su gérer mes sauts d'humeur. D'ailleurs, je me demande comment il a fait, quoi, parce que j'étais insupportable, mais j'étais insupportable. Sauf que ça, c'est des choses dont on ne se rend pas compte, forcément. Mais il était là pour moi, donc c'est par des petites choses, en fait, qui m'a aidé. Il prenait à chaque fois le relais, c'est-à-dire que j'ai eu cette chance d'avoir quelqu'un qui... il savait pas forcément comment gérer le fait que j'aille pas bien, mais il a essayé à sa manière. Et il a totalement réussi d'ailleurs, puisqu'il prenait le relais quand il voyait que j'avais besoin, ne serait-ce que d'une demi-heure, pour aller prendre une douche bien chaude, pour me relaxer. Et c'est par des toutes petites choses. Donne-moi le relais, je vais aller changer la couche, je vais aller faire à manger, je vais plier le linge. Enfin, c'était vraiment plein de petites choses mises bout à bout qui m'ont beaucoup aidé et qui m'ont laissé un peu de temps pour moi aussi, puisque bah, j'en avais vraiment besoin, même si au fond, bah, ma fille, c'était un bébé modèle, c'était tout le bonheur du monde, mais voilà, ça m'a beaucoup aidé. Et puis forcément, après, j'ai enfin trouvé un mode de garde pour ma fille. Alors ça aussi, ça a été une source d'angoisse, parce que bon, quand on fait garder son premier enfant pour la première fois au bout d'un an, moi je veux dire, je connaissais les habitudes de Mélia par cœur, je faisais la même chose tous les jours, donc forcément, mais c'est vrai que ça a été une source d'angoisse dans le sens où on se dit waouh, j'espère qu'elle va réussir à s'adapter avec les autres enfants, avec des personnes étrangères. Donc il y avait tout un processus d'adaptation à mettre en place. Et fort heureusement, ça s'est merveilleusement bien passé puisque je suis tombée sur des assistantes maternelles absolument génialissimes. Et d'ailleurs, je les remercie énormément parce que je pense qu'à leur manière, elles m'ont aussi aidé à prendre du plaisir à faire des activités avec ma fille, puisque quand je regardais toutes les activités qu'elles font avec les enfants à la MAM, moi je me suis dit waouh, mais ça me donne envie aussi de faire des activités, ça me donne envie de lire des histoires, ça me donne envie de chanter des chansons, et elles m'ont un peu inspirée tout simplement. Et voilà, ma fille elle est très contente quand je la dépose le matin. C'est bisous maman et à plus tard. Donc au final, quand je la dépose le matin, c'est moi qui suis triste, c'est pas elle. Donc ça a été une source d'angoisse en moi. Et puis surtout, bah, j'ai eu du temps libre. Alors non, 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 je dis pas ça parce que j'avais absolument besoin de me débarrasser de ma fille. Non, c'est pas ça du tout. C'est que au-delà du fait que j'avais du temps libre, c'était encore plus du bonheur de la voir s'épanouir autre part avec d'autres personnes et avec d'autres enfants, parce que je savais qu'elle allait apprendre plein de choses, à manger toute seule, à partager. Donc voilà, tout simplement, c'est voir son enfant qui s'épanouit, il y a rien de plus beau. Ça, c'était beau ça.
Ensuite, ce qui m'a aussi aidé à m'en sortir un petit peu, c'était de trouver du travail. Parce que il faut aussi dire que quand on est à la maison, quand on ne travaille pas et qu'on touche les aides, ce qu'on vous donne, c'est pas mirobolant. Tout à l'heure, je vous ai parlé de l'angoisse financière que pouvait générer l'arrivée d'un bébé. C'est vrai, rien qu'au niveau, par exemple, des vêtements, un bébé, ça grandit extrêmement vite, ne serait-ce que sur une année. Donc, c'est vrai qu'au niveau des vêtements, bah, faut suivre. Et au niveau des couches, et au niveau de tout ce qui est soins pour bébé. Donc, voilà, les aides qu'on nous verse en étant à la maison, voilà, c'est un peu chaud. Donc le fait d'avoir retrouvé un travail, c'était aussi l'occasion de pouvoir me projeter, de me dire voilà, je vais être un peu plus confortable. Et puis ça permet aussi de se dire, après presque 2 ans, puisque mine de rien, il s'est passé presque que 2 ans, il s'est passé presque 2 ans avant que je retrouve du travail, j'étais en train de me dire, même pour moi, socialement parlant, je vais retrouver l'interaction avec d'autres personnes. Je suis restée presque 3 ans 2 ans et demi sans travailler. Donc 2 ans et demi sans travailler, sachant que on avait un bébé à la maison pendant 1 an, avec une routine, avec une déprime, c'était super long. Donc avoir un travail, c'était l'occasion de me dire, tu vas pouvoir parler à d'autres personnes. Et c'est bizarrement quand je le dis comme ça paraît anodin, hein. Pour moi, c'était énorme. D'ailleurs, j'en ai rigolé parce que je me suis dit, il va falloir que je prenne les transports pour aller travailler. Première fois de ma vie que je ressentais une joie énorme à prendre le RER et le métro. Ça, c'était inédit. Donc, c'est vraiment pour vous dire à quel point j'étais contente, hein. J'allais prendre le métro, c'était wouh, festival. Donc, fort heureusement, tout s'est plutôt bien terminé. Ça a pris du temps. Je me suis pas remise du jour au lendemain. Il a fallu que je reprenne confiance en moi, ce qui a été extrêmement difficile puisque bah, je me reconnaissais plus, hein. J'avais perdu beaucoup de poids, j'avais perdu mes cheveux. Donc je me suis dit, il va falloir que je me mette un petit coup de pied aux fesses pour remonter la pente. Mais avec le soutien des gens qui nous entourent, c'est... Voilà, il y a pas de meilleur remède en fait. Je suis pas allée consulter, tout simplement parce que je pense que je refusais aussi d'admettre que j'avais un problème, tout simplement. C'est compliqué à dire, hein. C'est compliqué à avouer que de dire que ça va pas, qu'on déprime, sachant que les gens peut-être qui vous entourent, eh ben, ils se disent waouh, avant elle avait un fort caractère, elle se laissait pas marcher sur les pieds, c'était une bonne vivante. Et maintenant, ben, c'est un peu un zombie qui se laisse mourir parce que vraiment, moi, j'avais l'impression de me laisser dépérir à petit feu, en fait. Mais j'étais heureusement très bien entourée. Donc, je m'en suis sortie. J'ai repris du poids. J'ai les cheveux qui ont repoussé. J'ai pris du plaisir à m'occuper de ma fille, à jouer avec elle, à faire des activités avec elle. Et puis, même au niveau de mon couple, c'était beaucoup mieux puisque je prenais du plaisir à me faire belle, en fait. Je me disais, voilà, tu peux faire un petit maquillage pour moi-même, et puis même pour mon copain, lui, ça lui a fait plaisir de voir que je reprenais soin de moi, et puis que j'allais mieux, que je reprenais goût, en fait, à tout ce que je faisais. Et voilà. Donc, tout ce que je peux vous dire, c'est que si vous connaissez quelqu'un qui est passé ou qui passe par les 3 syndromes que je vous ai énoncés, je pense que la meilleure des choses, c'est de montrer que vous êtes là, de prendre des nouvelles. Je sais pas, c'est assez délicat à dire en fait, puisque il y en a qui veulent rester, qui se renferment et qui veulent rester renfermés sur elles-mêmes. Et c'est assez compliqué de percer la coquille de quelqu'un qui ne veut pas, qui ne veut pas qu'on la voit vulnérable. Donc, je sais pas si c'est un bon conseil que de dire d'en parler aussi, puisque c'est très compliqué même d'admettre soi-même que qu'on déprime, qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà, c'est vraiment très compliqué puisque chaque personne a sa manière de gérer les problèmes. Moi, je sais que je m'en suis sortie parce que j'étais bien entourée et que bon, bah, suite à ça, j'ai trouvé mode de garde et travail, mais on n'a pas tous la même situation, on n'est pas tous bien entourés, on a des configurations familiales différentes. Voilà, ça diffère de tellement plein de choses que je ne peux pas vous donner le conseil miracle pour se sortir du burn-out, de la dépression postpartum ou d'un baby blues. Ça, il n'y a pas de solution miracle. Mais tout ce que je tiens à vous dire, c'est que
Si vous vous posez des questions, si vous doutez de vous-même, si vous doutez de vos capacités en tant que parent, quelque part, c'est pas une mauvaise chose. Ça veut dire que vous voulez avancer, vous voulez être quelqu'un de meilleur pour vous-même, pour votre enfant ou pour vos enfants, pour votre conjoint également. Donc, vous êtes quelqu'un de bien, vous êtes un bon parent. Être un bon parent, c'est se poser des questions pour améliorer les choses. Et voilà, c'est se remettre en question, c'est faire des erreurs, c'est passer par des bons moments, c'est passer par des mauvais moments, c'est rire, c'est pleurer, c'est plein de choses différentes. On n'a pas de parent qui, tous les jours de sa vie, n'a pas douté une seule fois. Ou alors, je sais pas moi, c'était dans des fictions, des dessins animés, avec des mamans super brochingées et tout, qui ont des enfants parfaits, avec des vêtements parfaits, gna gna gna. Pas ma tasse de thé. Donc voilà, je veux dire, on a tous nos faiblesses, mais de ces faiblesses-là, il faut en ressortir une force. Et vous verrez, hein, vous verrez que dès qu'on sort de cet état d'esprit, dès qu'on se dit, bon là c'est bon, je me laisse plus abattre, je vais sortir de ça, puisque c'est pas l'exemple que j'ai envie de donner ni à mes enfants, ni à mon conjoint. Rien que ça, c'est un pas énorme. C'est un pas énorme que de se faire cette réflexion. Et puis, bah, vous verrez que quand tout va mieux à tous les niveaux. Moi, j'ai tendance à dire que je crois en la capacité de chaque parent et qu'au final, notre plus belle récompense, c'est de voir un sourire sur le visage de nos enfants, sur le visage de notre conjoint, de voir que quand tout va bien, c'est la belle vie. Un petit rien nous apporte tellement de bonheur que ça vaut le coup de se battre, ça vaut le coup de se remettre en question. Et qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Vivez votre vie pleinement, rendez-vous heureux parce que votre santé mentale, c'est très important. Et quand vous vous rendrez heureux, vous verrez que tout le monde autour vous apportera le bonheur que vous voulez. C'est beau ce que je viens de dire. C'est très très beau. J'ai un petit côté philosophe. Non, c'est pas vrai. Voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo, que j'aurais pu vous aider d'une manière ou d'une autre, même si je sais que bah, j'ai plus raconté ma vie en fait, mais j'espère que ça peut vous inspirer à aller mieux, ça peut, je sais pas, faites ce que vous voudrez de cette vidéo, mais ça m'a fait beaucoup de bien et j'espère que ça vous fera du bien aussi. Si vous êtes dans une phase de déprime, de dépression postpartum, de burn-out, comme je l'ai dit, vous inquiétez pas. Tout vient à point à qui sait attendre. Je l'ai bien dit, hein. Sinon, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton pour s'abonner. Je pense qu'il est soit là, ça dépend. Il est quelque part en dessous, je sais pas. N'hésitez pas aussi à me suivre sur Instagram. Je pose des stories marrantes, à ce qui paraît. Et Snapchat aussi. De toute façon, je mets tout là, en bas. Je mettrai tout en bas, comme ça, vous ne raterez rien. Et puis, bah, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et je vous fais des gros bisous.